Au cœur des mystères, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette deuxième émission de la série. Nous sommes en 2010. Quand on parle 2010, on parle bien sûr de tous ces phénomènes paranormaux, de toutes ces tangentes, si vous voulez, au mysticisme dans notre vie, dans notre société. La semaine dernière, vous avez fait partie de nos auditeurs. Vous avez donc eu le loisir de rencontrer pour la première fois durant cette série d'émissions, mais quand même depuis plusieurs années, Normand Pinard, voyant, excusez-moi le lapsus, parapsychologue et physicien. Bonsoir Normand. Bonsoir Alain. Quel lapsus, mais quand même, Normand physicien, je trouve ça quand même très beau. La semaine dernière, on a fait un petit peu le tour des phénomènes paranormaux. Je sentais que vous vous enflammiez un petit peu. Oui. J'aimerais qu'on poursuive. Mais je suis plus doux que ça dans ma vie. Vous êtes plus doux que ça. Je suis beaucoup plus doux que ça dans ma vie. Dites-moi, Normand, quand on parle de phénomènes paranormaux, ou qu'on regarde par exemple la création de l'univers par rapport au Big Bang, c'est ce que l'on croit maintenant dans le 20e siècle, 21e siècle. Ce sera quoi dans 100 ans? C'est une excellente question. Puisque la perception du monde change, l'univers tel que nous allons le concevoir dans 100 ans va être totalement différent de celui que nous pensons aujourd'hui. Parce que l'univers, ce n'est plus ni moins que quelque chose qui s'adapte à nos pensées, puis au niveau de l'inconscient collectif, puis aussi à notre science. C'est-à-dire que la science, c'est simplement l'expérimentation des limites de notre connaissance. Ça, c'est la science. Autrement dit, la science, aujourd'hui, c'est la limite de ce que nous connaissons, de ce que nous savons. Si on a une machine à voyager dans le temps et que nous avançons 100 ans dans le futur, la science va être obligée de redéfinir complètement l'univers dans lequel nous vivons. Alors, moi, personnellement, ça va peut-être énormément vous surprendre, mais je ne crois pas à l'existence de l'univers. Je ne crois pas que ces choses que nous regardons le soir sont nécessairement ce que l'on appelle des réalités matérielles. Certainement pas dans la forme du Big Bang. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce que pour moi, le Big Bang, c'est créationnisme. C'est-à-dire qu'il est impensable, au niveau de mon intelligence, de dire que l'univers est quelque chose qui a explosé il y a 14 milliards et demi d'années à partir d'une particule qui est 10 à la puissance moins 30, c'est-à-dire qui est une particule subatomique. L'univers, donc, dans sa création, était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Et toute la masse était contenue dans cette chose inconnue qui échappait à ce moment-là, parce que les lois de l'espace et du temps n'existaient pas, qui échappait justement aux dimensions de l'espace et du temps. Pour moi, c'est un peu comme un conte de fées de dire qu'il existait cette chose-là et qui a explosé et qui a donné l'univers qui existe aujourd'hui. Pour moi, ce serait comme de me demander de croire à un conte d'enfant. Je ne peux pas accéder à ça. Je ne crois pas à ça parce que c'est créationniste. Et même si on a nouvellement une nouvelle vision des choses qui est dans les 10, 15, 20 prochaines années, vous allez beaucoup entendre parler de l'univers au plasma, qui va être une autre fantaisie, c'est-à-dire qu'on est continuellement en train de négocier avec les limites de notre connaissance. Il faudra comprendre que le monde est en nous et que nous nageons continuellement dans un monde de représentation et que l'univers ne peut que se modifier qu'en fonction du degré de la prise de conscience collective auquel nous allons accéder. Parce que c'est toujours la prise de conscience collective qui fait changer la science. Maintenant, sur quoi je me base pour dire que l'univers est quelque chose que je remets totalement en question? C'était ma question. C'est le problème de la mesure. Le problème de la mesure est celle-ci, c'est que lorsque vous êtes dans un laboratoire et que vous observez des particules, eh bien, elles modifient leur comportement au moment où vous les regardez, au moment où vous les observez. C'est-à-dire que la simple présence d'un physicien en train d'étudier des particules influence la particule elle-même. Donc, si nous avons ce problème de mesure, alors si vous allez dans YouTube et que vous regardez le problème
Si vous voulez faire pâlir un physicien d'inquiétude, vous parlez du problème de mesure des atomes, des particules. Les particules, lorsqu'elles sont observées, n'agissent pas de la même manière lorsqu'elles sont mesurées, observées, qu'un individu qui ne les regarde pas. Et ça veut dire simplement ceci, ça veut dire que l'univers est quelque chose qui s'ajuste à l'observation, qui s'ajuste aux pensées. Alors j'en reviens à cet univers, que c'est pour moi un exercice de l'esprit. Il faut comprendre que c'est un exercice de l'esprit. Si quelqu'un croit que l'univers est quelque chose de matériel, la matière va se comporter comme étant réelle. La dématérialisation de l'univers ne veut pas dire que l'univers est quelque chose d'inexistant. C'est un exercice de l'esprit qui met entre parenthèses l'univers, dans lequel, moi, je dis, cet univers-là, je ne crois pas à la théorie du Big Bang. Je ne crois pas non plus nécessairement à la théorie du plasma. Pour moi, l'univers est une idée qui ressemble à nos pensées, qui est un échec. Collectif, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas personnellement, collectivement, d'où nous venons, nous ne savons pas pourquoi nous existons, et en plus, nous ne savons pas qu'est-ce qui se produit après la vie matérielle dans notre corps. Alors l'univers vient se greffer à cette idée d'un début qu'on ne connaît pas, d'une durabilité indéterminée et d'une finalisation que l'on ne connaît pas non plus. On ne sait pas, par exemple, si cet univers-là va être un Big Bang à l'infini ou va devenir ce qu'on appelle un Big Crunch, c'est-à-dire qu'il va réimploser. Mais pour moi, même si cet univers-là semblait quelque chose de réel et qu'on dirait, écoutez, là, l'univers, c'est un Big Bang qui a explosé il y a 14 milliards et demi d'années, il faudrait me dire qui a placé la première particule. Et je ne suis pas un individu qui croit en Dieu. Oui, mais je vais justement parler de Dieu. Est-ce que n'est-il pas là qu'on a créé que Dieu était on crée Dieu par ignorance, on crée Dieu par démission devant soi. On crée Dieu pour remplir des espaces vides parce qu'on n'est pas capable de le comprendre avec notre propre conscience. Donc, Dieu, pour moi, est automatiquement une forme d'aliénation qui nous gêne dans nos pensées depuis 3 millénaires et qui, présentement, est à la source de nos problèmes mondiaux. Vous savez que c'est gros ce que vous dites, Normand. Je ne suis pas là pour dire des petites choses. Alors, expliquez mieux ce phénomène. En ce moment, un des problèmes principaux de la crise que nous vivons dans le monde, c'est la rencontre de l'islam avec qui est le fondamentalisme religieux. Je ne parle pas de l'islam au complet, bien entendu, mais je parle de toute forme de fondamentalisme religieux qui se confrontent. Et en ce moment, si on vit de la merde sur la terre, c'est à cause du confrontement religieux. Tu as des peuples qui pensent qu'ils sont les élus de Dieu, puis tu en as d'autres qui pensent qu'ils l'ont l'affaire. Alors, nos problèmes viennent toujours du fait qu'on n'est pas capable de prendre la responsabilité de notre divinité. Et tant qu'on ne prend pas la responsabilité de notre divinité et qu'elle n'est pas dans l'immanentisme et qu'elle ne vient pas de nous et qu'elle ne vient pas de notre être, qu'elle ne vient pas de notre intelligence, on le place ailleurs et à un moment donné, l'ailleurs nous rentre dedans par ignorance, parce que nous ne comprenons pas cet univers, nous n'y avons pas accès parce que nous l'occultons en disant « c'est Dieu ». Vous savez, c'est Dieu, je vais m'en débarrasser, n'est-ce pas? Ce que je ne prends pas comme responsabilité, je vais le mettre dans les mains de Dieu, lui va s'en occuper. Comprenez-vous? C'est une déresponsabilisation par rapport à notre propre invisibilité. Et si on n'avait pas cette tendance à placer les choses fantastiques dans les mains de Dieu, on deviendrait responsable et à ce moment-là, on aurait plus de chances de devenir Dieu plutôt que de créer Dieu et au lieu de le subir. L'homme doit comprendre qu'il est divin, l'homme doit comprendre qu'il est totalement intelligent, l'homme doit comprendre qu'il est totalement créatif et qu'il a le pouvoir de remettre non seulement en question l'univers, mais il est le créateur suprême. Autrement dit, vous êtes en train de me dire que Dieu existe en chacun de nous. Bon, attention, je vais vous dire quelque chose de plus poussé que ça. Le monde existe parce que vous êtes au monde et que le monde ne peut pas exister sans votre existence.
Parce que pour que le monde existe, il faut être. Si vous rencontrez des gens qui ont 17, 18, 19 ans et que vous leur parlez de l'Expo 67, je regrette, mais ils n'en ont pas de notion. Ils n'ont pas de notion de ce moment-là. Parce que pour qu'une chose existe, il faut la faire exister. Et pour faire exister une chose, il faut être. Autrement dit, pour que le monde existe, il faut en être conscient. Mais ensuite, lorsque vous êtes conscient de l'univers, êtes-vous capable d'en être l'opérateur? Et le responsable, bien sûr. Êtes-vous capable d'opérer votre vie? Êtes-vous capable d'orienter votre vie à partir de vos pensées? Êtes-vous capable suffisamment de vous remettre en question pour changer le cours des événements de votre vie? De comprendre que vous êtes responsable? Parce que si vous pensez que vous êtes irresponsable, l'inconscient et l'ignorance du monde vont entrer en vous et c'est elle qui vous dominera. Donc, vous avez deux possibilités. Ou vous imposez votre être dans le principe de la créativité dans le monde, ou alors vous le subissez. Alors, j'en reviens à la question tantôt de l'univers. Je dis simplement que dans 100 ans, nous allons comprendre que nous regardons des fantaisies. Parce que même, je me rappelle, toujours aussi longtemps que j'étais enfant, on me disait qu'il n'y avait pas d'eau sur la Lune. Jamais on a pensé qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Il n'y a pas un astrophysicien au monde qui pouvait dire qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Bien, écoutez, on vient juste de découvrir, sur le côté sud de la Lune, qu'il y a de l'eau sur la Lune. On a dit pendant très longtemps, vous savez, il n'y a pas d'eau sur Mars. Et puis maintenant, en grattant un tout petit peu, là, quelque chose comme environ 6 pouces, on en trouve de l'eau sur Mars, et abondamment. Bon. Alors, écoutez, qu'est-ce qui vient de se passer ici? C'est quoi le phénomène? Qu'est-ce qui vient de se passer? On a besoin d'eau sur la Lune. Nous avons besoin de créer éventuellement des colonies et on trouve l'eau qui s'ajuste en fonction des nouvelles colonies. Ouais. Voilà comment se transforme la pensée. Voilà comment se transforme. Autrement dit, parce que nous avons besoin de coloniser la Lune, nous trouvons de l'eau, alors que dans les années 60, c'était quelque chose de totalement impossible. Moi, je me rappelle qu'il y avait, quand il y a eu le LEM sur la Lune, on a dit, on a détecté un petit peu d'eau, mais ensuite, on s'est corrigé en disant que c'était l'urine qu'on avait laissée là des astronautes, que les capteurs avaient eu comme sensibilité, capté, alors que finalement, aujourd'hui, l'univers, les colonies, les planètes que nous allons coloniser semblent s'ajuster en fonction de nos besoins. C'est-à-dire que les choses existent parce que nous en avons besoin. Donc, est-ce que ce serait notre pensée qui créerait ça, même dans l'univers? Absolument. Partout, toujours. Donc, c'est notre pensée. Toujours. Okay. C'est toujours la vision que vous avez de vous-même qui va provoquer les événements. C'est-à-dire que, là, attention, là, Joseph Murphy a dit au cours des années 50 le pouvoir de votre subconscient. Un petit peu plus près, moi je dis simplement ceci, c'est pas, il y a eu de Secret, c'est une intuition qui est intéressante, mais beaucoup plus puissante que ça, c'est, je dis ceci, là, c'est l'univers ne peut pas exister sans vous. Et à partir du moment où vous accédez à un premier niveau de votre conscience, vous êtes conscient que vous êtes dans un berceau, le monde commence à apparaître. Et je vous dis ceci, avant, le monde n'existe pas. Dans ma vision, j'abolis le passé. Si vous allez en Europe et que vous entrez dans une maison qui a 1 siècle, 2 siècles, 500 ans, 600 ans, vous entrez dans une maison neuve et vous êtes obligé de donner un coefficient d'ancienneté de 600 ans pour dire que c'est une vieille maison. Mais si vous n'aviez pas le coefficient d'ancienneté, qu'on ne vous avait pas dit, par exemple, que la maison a 600 ans, elle serait neuve. Donc, autrement dit, il va falloir quitter le coefficient d'ancienneté qui est en nous. Il va falloir savoir que lorsque l'on se réveille le matin, que le monde commence à exister maintenant et que le seul endroit que vous pouvez être, c'est dans le moment présent. Parce que c'est le seul endroit où vous êtes le créateur du monde, c'est dans le moment présent. Vous ne pouvez pas changer le monde à partir du passé et vous ne pouvez pas changer le monde dans le futur. Vous pouvez simplement le changer dans le moment présent. Et je vais beaucoup plus loin que ça. Si vous changez la perception que vous avez de vous-même, maintenant, le futur va être obligé de s'ajuster à ça. Et c'est la raison pour laquelle, en voyance,
on voit beaucoup de potentialités. Et au fur et à mesure où la personne se modifie, son futur peut aussi se modifier. Et ce phénomène-là, il y en a qui l'ont vu, et c'est pour ça qu'on a écrit des livres tels que Le Secret, j'imagine. Eh bien, il y a des gens qui ressentent, il y a une nouvelle conscience qui commence à se former sur la Terre, particulièrement aux États-Unis, parce que c'est un peuple qui est nouveau. Si vous allez en Europe, l'Europe, c'est lourd, parce que les gens sont aux prises avec la culture. La grande liberté du Québec, c'est aussi son défaut, mais la grande liberté du Québec, c'est qu'il est obligé de s'inventer. Parce qu'on n'appartient pas au passé. On n'a pas de passé. Le Québec n'a pas de passé. Le Québec n'a pas d'histoire. Et ça, c'est sa liberté. Parce que moins qu'on a d'histoire, plus on a la possibilité de créer quelque chose qui n'a jamais existé avant. Une des raisons pour laquelle l'Amérique a été un des peuples et est toujours un des peuples les plus puissants au monde, c'est qu'il a simplement 500 ans d'histoire. Si vous regardez la Grèce, si vous regardez l'Égypte, qu'est-ce qui en reste? De la foutaise. De la foutaise. De l'histoire. Pourquoi? Je ne dis pas que ce ne sont pas des belles civilisations qui ne sont pas raffinées, mais qui veut de vieilles pierres? Non, mais on dit bien sûr d'eux que ce sont le berceau de la civilisation. Ils sont le berceau de la civilisation, mais à un moment donné, il faut grandir, il faut sortir du berceau. Il faut sortir du berceau. Ouais. Comprenez-vous? Alors, plus une société est ancienne, moins elle est capable d'amener quelque chose de nouveau à la civilisation. Et c'est la raison pour laquelle l'Amérique a été capable d'amener quelque chose à la civilisation. Vous savez, moi, il n'y a pas tellement longtemps, je n'aurais jamais pensé que l'Amérique aurait été capable de mettre un Noir au pouvoir. Comme ça. Ça a pris 10 ans au peuple américain pour être capable de faire ce pas psychique. Comprenez-vous? Ouais. De passer en faisant du bouche à bouche pour en arriver finalement à Barack Obama. C'est quelque chose, là. Ouais. Comprenez-vous? Mais c'est sûr que ce n'est pas un homme qui peut changer l'Amérique. Ça va venir plus tard. Mais l'Amérique se change parce qu'elle est capable de faire des pas que l'Europe ne peut pas faire. L'Europe est aux prises avec des mémoires qui durent des millénaires. Nous, on est neuf. Le Québec est neuf. Le Canada, c'est neuf. Les États-Unis, c'est neuf. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir une perception du monde qui est totalement libre et différente. En Europe, je ne pourrais pas avoir la liberté de vous dire ces choses-là à la télévision. Non. Moi, j'ai cette liberté-là parce que je vis dans un des endroits les plus libres au monde. Et c'est la raison pour laquelle moi, je peux me donner cette autorisation de même remettre l'univers au complet en question pour créer quelque chose de neuf en changeant la perception. Et les gens qui veulent vous suivre dans cette pensée-là, M. Pinard? Oh, je ne veux pas qu'on me suive. Vous ne voulez pas qu'on vous suive? Non. Vous voulez qu'on écoute, qu'on vous entende? Vous êtes en train de me dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent aller dans la même pensée. Je me rappelle d'Yvon Deschamps. J'ai rencontré une fois Yvon Deschamps à Radio-Canada qui m'avait dit une phrase qui est extraordinaire. Il m'avait dit ceci: avant, j'étais un suiveux. Maintenant que je suis, non seulement je ne suis plus les autres, mais je suis même devenu un exemple à suivre. Ouais. Alors, ça s'appelait, je pense, Roger Lalumière, quelque chose comme ça, qui était un de ses monologues. Non, mon but n'est pas orienté vers le monde. Mon but, ce n'est pas qu'on me suive. Mon but, c'est simplement de créer un choc à quelque part pour dire aux gens, même si tu as une vie, même si tu es marié, même si tu as des enfants, c'est encore une belle prison. Et pour moi, être marié, avoir des enfants, avoir une maison, pour moi, c'est un modèle qui est intéressant. Mais il y a un modèle encore plus intéressant, c'est que tu peux complètement être libre et n'adhérer absolument à aucune forme de système social. Autrement dit, tu n'es pas obligé d'être marié, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants, tu n'es pas obligé d'aller les chercher à l'école, sauf si tu penses que c'est ça la vie. Sauf que c'est beaucoup plus que ça, la vie. Et ces conditions-là se retrouvent plus, selon vous, en Amérique? Non, c'est-à-dire que ces conditions-là sont partout dans le monde, mais moi, je n'appartiens pas au monde. Il faut comprendre ceci. Ma pensée n'appartient pas à la Terre. Ma pensée appartient à mon esprit. Puis mon esprit est totalement libre. Donc, le modèle de pensée qui sert un individu à créer l'univers, à avoir un Dieu, à créer un système, à avoir des enfants, c'est bon pour certaines personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement bon pour tout le monde.
Un individu peut être parfaitement heureux sans enfant. Une femme peut être parfaitement heureuse sans enfant. Et je ne suis pas pour le mariage, puisque c'est la principale cause du divorce, de l'ennui et de l'effondrement. D'ailleurs, c'est la plus grande gaffe qu'on ne peut pas faire. Quand on aime une femme, on ne possède pas une femme. On doit la gagner à tous les jours. Ça casse la monotonie. Donc, moi, étant un homme libre, j'évite toute forme de monotonie. Et pour moi, la vie, lorsque je me lève le matin, c'est quelque chose qui est totalement nouveau à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir dans ma vie, c'est que je suis libre. Vous le savez jusqu'à quel degré je suis libre. Il y a des gens qui me disent, vous savez... je pense que vous m'aviez dit il n'y a pas tellement longtemps que j'étais le seul homme le plus libre que vous avez rencontré. C'est parce que j'ai construit toute ma vie sur la liberté. Et est-ce que tout le monde peut me suivre? Je ne le crois pas. Non, non plus. Il faut que je sois responsable. Je suis à la télévision, je suis responsable et je suis tout à fait conscient que si quelqu'un est marié, a des enfants et qui aime aller jouer au hockey avec, c'est un style de vie qui est fantastique et qui est amusant, qui est formidable. C'est un choix. C'est un choix et je dois respecter ce choix-là. Oui, moi, ça n'empêche pas ces personnes-là d'avoir quand même une pensée qui peut se rapprocher de la vôtre dans tout ça. Je vais vous dire ceci, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que quand on est aux prises avec un conditionnement qu'on doit aller chercher les enfants, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser, on a un travail. Et aujourd'hui, pour arriver, là, il faut travailler à peu près quasiment 70 heures par semaine. Okay. Ouais. Alors, comme on dit, là, un des plus grands problèmes de notre société, c'est que les gens n'ont plus aucune liberté. Et parce qu'ils n'ont plus aucune liberté, ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils n'ont plus le temps de penser, ils ont simplement le temps de voir leur vie se décomposer dans le néant et de voir toute leur vie de famille qui leur échappe complètement. Et aussi, de ne pas avoir le temps de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font sur la Terre, quel est le sens de leur vie et où est-ce qu'ils s'en vont. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est pour cette raison-là que les gens vivent du malheur, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils vivent, qui ils sont, où va leur vie, puis quel est le sens de leur vie. Les gens pensent que le bonheur, c'est faire comme tout le monde. Je vais vous dire ceci. Le bonheur commence quand vous faites les choses dans votre vie qui ne ressemblent à personne des gens qui sont autour de vous. Plus vous êtes vous-même, plus vous cultivez l'art d'être différent, plus vous êtes libre et plus vous êtes un créateur du monde. Normal. Plus vous êtes créateur. Seriez-vous en train de nous dire que vous faites partie peut-être d'une nouvelle race qui naît tranquillement sur la planète? Je ne suis pas concerné par le futur de la planète. Moi, je suis concerné par le fait d'être maintenant. Si c'est une nouvelle race ou si c'est une conscience qui est nouvelle, peut-être. L'homme est fait pour aller vers la liberté. La femme nouvelle, qu'est-ce qu'elle a fait, la femme du Québec? Elle est devenue plus libre. C'est un grand pas. C'est un très grand pas. La femme du Québec, c'est la seule femme au monde qui a dit non à un pape, qui est sortie de l'Église et qui a abattu complètement la religion. La femme italienne n'a pas fait. La femme brésilienne n'a pas fait. Comprenez-vous? C'est un pas immense qui s'est fait en moins de 40 ans. En moins de 40 ans. Très rapidement, oui, très rapidement. Ouais. Comprenez-vous? Alors que la majorité des femmes du monde entier sont aux prises par des religions qui les aliènent complètement. Et c'est la raison pour laquelle, même si je trouve que la femme québécoise, elle est tomboy, même si je trouve qu'elle est extrêmement revendicatrice et même masculine, c'est une femme, vous savez, c'est une femme, c'est un peu comme la femme australienne, la femme québécoise. C'est ôtez-vous de là. C'est pas facile à négocier. Oui, c'est parce que là, vous voyez la femme dans l'action. Moi, je vois la femme qui prend sa position dans la société, tout ça, c'est quelque chose que l'homme québécois a eu à subir. L'homme québécois, je vais vous dire une chose, il a l'impression d'avoir été mis dans un blender et d'avoir mis le bouton à 10. Oui, mais je veux défendre un peu les femmes. Là. Je crois pas parce que la femme, elle est active, qu'elle est dans l'action, qu'elle soit pour autant tomboy, comme vous dites, ou masculine. Mais attention, je n'ai rien dit contre la femme amenée jusqu'à maintenant. Je prends sa défense. Je ne dis rien contre la femme. Ouais. Si vous comprenez bien, je dis simplement qu'elle a réalisé en 40 ans des choses que, normalement, dans certains pays, en 1000 ans, ça n'a pas été fait. C'est peut-être plus par conscientisation, plus qu'autre chose. Évidemment, mais elle est devenue quoi? Elle est devenue plus libre. Plus libre, mais une fois qu'un individu a sa liberté, il est obligé d'être un créateur. Et ça va faire l'objet d'une autre émission de télévision, parce que
Tu peux pas être libre pour être libre. On est libre pour créer. Puis créer, c'est savoir comment réinventer notre vie, y compris le monde. Puis ce monde-là, il ne peut pas appartenir à une civilisation et à une méthodologie de pensée qui a existé il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. On s'en va vers un homme nouveau, peut-être ce qu'on appelle la 6e race, peut-être ce qu'on appelle la 7e race. On va vers autre chose. Et ce serait peut-être né au Québec, chez nous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut commencer quelque part. Commencer quelque part. Oui. Oui. Normand, on a abordé un sujet aujourd'hui assez, peut-être pas controversé, mais assez flamboyant. J'aimerais peut-être que la semaine prochaine, justement, on poursuive sur cette lancée-là, la créativité. Vous avez mon site Internet? On y va pour le site Internet qui est normandpinard.com. www.normandpinard.com, mon numéro de téléphone pour les gens qui veulent me voir en consultation ou en conférence. Oui. Toutes les conférences que je donne, 514-254-5919. Je vais probablement en donner à Laval aussi. 254-5919, ça apparaît à l'écran. Pour les gens à la maison qui veulent, ça suscite chez vous peut-être des interrogations ou voire même des commentaires, vous pouvez donc nous les envoyer par courriel, via Internet, justement, via le grand monde virtuel, info à commercial, TVRA, TVRL, dis-je bien, .ca, TVRL.ca. De toute façon, ça apparaît à l'écran. Ou encore par téléphone, vous laissez dans la boîte vocale de TVRL le 450-973-8008. C'est bien ça? 8005. 8005. Alors voilà pour cette deuxième émission. Normand, ce fut encore un immense plaisir à vous écouter. Ben oui. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on y va avec la créativité qu'on parlait tout à l'heure. Pourquoi pas, la créativité? Pourquoi pas? Pour une autre émission, donc, au cœur des mystères sur TVRL. Mon nom est Alain Labelle. Je recevais, je le rappelle, Normand Pinard, voyant et conférencier en métaphysique. Cette émission est une production, donc, de TVRL. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt, mesdames, messieurs. Au revoir. Au revoir, Normand. Au revoir.